Bienvenue à la 3e édition de Startups Calling. Startups Calling, c'est un événement qui consiste à amener les bonnes pratiques des entreprises à travers le monde aux entrepreneurs français. Parce qu'avec Jason, de Stringcat Interactive, qui va se présenter dans un instant, on s'est rendu compte qu'il y avait une façon de voir l'entrepreneuriat, une culture en fait, entrepreneuriale par pays. Et un des premiers éléments qui nous a fait réfléchir, c'était que les entreprises françaises ne pensent pas international immédiatement. Et donc on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire un événement pour dire, c'est quoi penser son business plan à l'international immédiatement, c'est quoi de réfléchir nativement à une expansion. On a créé un premier événement comme ça. On a aussi fait un événement avec un focus sur tout ce qui était échec, puisque c'est un problème en France, ça l'est beaucoup moins dans d'autres pays. Et là, ce soir, on prend nos aises et on parle scalabilité. Bonsoir à tous, je m'appelle Julien, je suis directeur de relations à l'AmCham. Donc c'est la deuxième fois qu'on a la chance d'être partenaire sur le Startup Calling, donc on est très content de pouvoir être ici avec vous ce soir. L'AmCham, alors quand on ne connaît pas, de loin, on peut se dire l'AmCham c'est une vieille institution, c'est vrai, on a 120 ans. C'est une vieille institution, poussiéreuse, non, qui ne l'est plus, qui ne l'est pas. On a aujourd'hui, l'AmCham, c'est 400 membres, 400 sociétés membres qui vont de la grande entreprise mondiale cotée en bourse que je pourrais nommer, on en a énormément, mais je pense à Facebook, je pense à GE, je pense à ces grandes entreprises mondiales que vous connaissez qui sont pour la plupart de nos membres américaines, mais on a aussi quelques entreprises européennes, françaises, qui viennent un peu partout, mais qui ont une activité entre la France et les États-Unis, ou qui, si elles n'en ont pas, souhaitent en tout cas en avoir une. On s'est également posé la question de savoir ce qu'était une licorne. Alors c'est avant tout un concept de journaliste, mais derrière il y a quand même un mérite, c'est que ça permet alors je ne vais pas raisonner par opposition, mais de matérialiser ce qui est une société en forte croissance qui arrive à créer énormément de richesses. Et, donc on a essayé d'étudier quelques critères. Les sociétés du CAC 40 aujourd'hui, elles ont en moyenne 104 ans. Encore une fois, je ne veux pas raisonner par opposition, mais on voit qu'elles font face à des nouveaux modèles, à des nouveaux projets qui arrivent en très peu de temps à créer énormément de valeur. Quels sont la typologie et les éléments communs à toutes ces licornes en Europe? On a fait une étude que vous pouvez trouver sur le web, mais elle est assez intéressante pour vous. Dans 90% des cas, ce sont des entreprises qui ont été montées par plusieurs entrepreneurs. Dans 65% des cas, dans les équipes, il y avait au moins un des fondateurs qui avait une expérience entrepreneuriale, réussie ou pas, c'est pas le problème, mais il avait déjà un vernis qui permettait de réduire sur un certain nombre de sujets la courbe d'apprentissage. En Europe, dans 80% des cas, ce sont des sociétés qui opèrent sur des marchés consumer ou prosumer. On voit que ce n'est pas du tout le cas aux US où il y a des modèles B2B qui sont beaucoup plus prédominants. Et j'ai dû oublier une stat. Oui, pardon. Et dans 100% des cas, elles sont localisées, donc encore en Europe, dans 7 hubs. Paris, Berlin, Londres, Amsterdam, Copenhague, Helsinki, Stockholm. Et pourquoi je donne ce dernier élément, c'est juste pour dire que finalement tous ces succès créent des mafias. Et c'est comme ça que dans la vallée, Amazon, c'est PayPal, qui a derrière généré plein de licornes. Pourquoi nous on se positionne sur ce marché-là aujourd'hui, Daphne? Parce qu'on pense qu'en termes de maturité, le marché européen est arrivé à ce stade où il y a des succès comme Criteo, mais comme showroom privé, comme à d'autres échelles, dans d'autres secteurs, qui ont généré une génération d'entrepreneurs, de managers qui ont cette ambition et qui, en termes d'exécution, ont la capacité de réussir à développer des super boîtes. Tout d'abord, l'histoire d'Uber a commencé à Paris. Donc ça, il y a certaines personnes qui le savent, mais pas toutes. Ça a commencé en décembre 2008, à l'occasion de la conférence Le Web. Et il y avait deux personnes, donc Travis Kalanick qui est à droite, et Garrett Camp, que l'on connaît un petit peu moins bien, mais qui est
très bon ami de Travis, et qui est canadien. Et donc, ils se sont retrouvés à la conférence Le Web et ils ont énormément de mal à trouver un taxi lorsqu'ils ont quitté la conférence. Donc, il était à peu près 6h, 7h. Il pleuvait, c'était très difficile. Et donc, ils sont repartis à San Francisco avec une idée assez simple. Ils se sont dit, avec la géolocalisation, avec les smartphones, et puis avec toute la supply qui était tous les chauffeurs, notamment à Paris, les chauffeurs, ce qu'on appelait les chauffeurs de maître, qui étaient devant les grands hôtels et qui étaient disponibles la plupart du temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de monter une application et donner la possibilité aux gens de commander une voiture et un chauffeur en un clic? Alors donc ça, c'est pour vous donner un petit aperçu de l'application telle qu'elle était au tout début. Donc ça, c'était en 2008. Ça s'appelait Uber Cab, et ensuite on a retiré le nom Cab pour garder uniquement Uber. Et donc l'application était très simple, mais c'était exactement le même principe. C'était toujours la possibilité d'avoir une voiture et un chauffeur très rapidement autour de vous. Et sur la droite, c'est un aperçu du réseau Uber. Donc ça, c'était au lancement, donc en décembre 2011. C'était il y a 4 ans, et donc ça ressemblait à ça. Il y avait quelques voitures sur Paris, et il y avait 3 personnes exactement, dans un tout petit bureau qui faisait 12 mètres carrés, et qui regardaient les voitures se déplacer, et de temps en temps, il y avait quelqu'un qui passait une commande. Donc ça, c'était en 2011. Et aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le réseau Uber, avec toutes les voitures et tous les chauffeurs qui sont connectés un soir de semaine. Et sur la gauche, vous avez l'application telle qu'elle a été développée et telle qu'elle a évidemment avancé, on en parlera tout à l'heure. Mais évidemment, la user experience, le design font partie de nos priorités. Pour rebondir un peu sur le sujet de la soirée, qui est comment on construit une licorne. Et la première chose que vous pouvez vous poser, c'est en fait, c'est quoi une bonne idée pour construire une licorne? Et il y a souvent des entrepreneurs qui me disent, voilà, mais c'est quoi l'idée géniale? En fait, mon premier conseil, c'est de dire, surtout n'essayez pas de trouver l'idée géniale. Surtout n'essayez pas d'innover sur le besoin. Il y a plein de gens qui essayent d'innover sur le besoin. À chaque fois, je dis non, surtout pas. Le plus simple pour construire une licorne, c'est de prendre un besoin fondamental de l'homme. Uber, on a tous besoin de transport. Voilà. Ils n'ont pas innové sur l'idée, ils ont innové sur la solution. Prenez Evernote, c'est un notepad. Square, c'est on a besoin de payer. Dropbox, c'est un disque dur, etc. Donc, plus vous prenez des besoins fondamentaux de l'homme, des idées simples, plus vous êtes sûr que vous répondez à un vrai besoin massif avec un marché qui sera évidemment massif en face. Donc, toute la stratégie de l'entrepreneur n'est pas d'essayer d'innover sur le besoin, mais de trouver les solutions qui vont permettre de transformer ce besoin fondamental. Et voilà, Uber en est un exemple parfait. Où évidemment ils ont complètement transformé la façon de transporter, mais le besoin il est évidemment élémentaire. Une autre chose que j'entends souvent, c'est le prisme de l'entrepreneur, le prisme de l'ingénieur. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui entreprennent en France, qui se complaisent dans ce qui est difficile. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont fait des études complexes, qui vont créer une boîte parce qu'ils ont trouvé un algorithme extraordinaire. Ce qui est difficile n'est pas utile, en tout cas pas forcément utile, donc il faut bien dissocier les deux. Parce que voilà, on peut là encore se fourvoyer et après se demander pourquoi ça ne marcherait pas très bien. Et un dernier point qui est intéressant, c'est que en fait, quand on innove, finalement, on ne fait que construire une brique sur un mur avec plein de briques qui ont été construites par d'autres. Et c'est beaucoup plus facile quand le mur se construit rapidement. C'est-à-dire que si vous êtes dans un marché qui ne change jamais et qui est très difficile à changer, vous n'allez pas avoir un vent porteur sur lequel vous allez pouvoir construire, assembler des nouvelles briques pour assembler un nouveau service. Au contraire, si vous êtes dans un marché qui évolue beaucoup, et comme tout ce qui est B2C par exemple, ça évolue beaucoup, il y a plein d'apps, etc. qui se lancent en permanence, et bien ça veut dire que si vous avez une idée et que vous l'exécutez bien, vous allez être capable de construire un service avec des faibles moyens qui, en leverageant donc plein d'autres solutions nouvelles, va vraiment créer de la valeur.